le rover lunaire aurait été équipé avec un système de navigation très sophistiqué, que les astronautes auraient utilisé, selon les rapports de mission. Ceci est le diagramme de ce système de navigation. Dans ce système de navigation, il y a un bloc analogique et un bloc digital. Ce diagramme montre les composants du bloc analogique. Et ce diagramme montre les composants du bloc digital. La boîte qui a été cerclée de bleu contenait ces deux blocs. Et nous devrions croire que cette boîte plutôt petite aurait contenu ces deux blocs avec tous leurs composants électroniques. Avec la technologie moderne, une telle miniaturisation serait possible, mais, au temps d'Apollo, une telle miniaturisation n'était pas possible. Et, si nous voyons la connexion avec l'unité gyroscopique, cerclée de rouge, dont il utilisait l'information, où sont les autres connexions, connexion avec l'odomètre, les lectures du roulis et du tangage, et avec la console d'affichage, le bloc digital aurait permis de contrôler des indicateurs digitaux qui sont dans la partie qui a été cerclée sur la console d'affichage du rover. Un indicateur, celui circulaire, permet de donner l'angle en degrés du rover relativement au nord lunaire, et un autre, l'angle du rover relativement au module lunaire, en degrés également. Cela suppose une assez bonne précision. Mais, si le rover avait de tels indicateurs, pourquoi avait-il besoin d'avoir un dispositif d'ombre solaire, qui a été cerclé sur la console d'affichage? De plus, ce dispositif ombre solaire ne fonctionnait que lorsque le rover était orienté de sorte à avoir le soleil dans son dos. Il ne pouvait fonctionner lorsque le soleil était en face du rover, ou même sur ses côtés. Alors pourquoi ne pas équiper les astronautes avec une véritable boussole solaire, qui pourrait fonctionner avec n'importe quelle orientation du rover? Et Charlie Duke ne semblait pas savoir que le rover avait un tel système de navigation, car, lorsqu'on lui a demandé comment les astronautes retrouvaient leur chemin vers le module lunaire sans compas magnétique, il a juste répondu qu'il suivait les traces du rover pour retourner au module lunaire. N'aurait-il pas dû répondre qu'il lisait l'indicateur digital donnant l'orientation du module lunaire relativement au rover? Maintenant, quelles étaient les données avec lesquelles le système de navigation fonctionnait? Il avait d'abord besoin des trois angles d'orientation du rover. Le roulis, c'est-à-dire l'angle autour de l'axe longitudinal du rover. Le tangage, c'est-à-dire l'angle autour de l'axe horizontal, qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du rover. Et le lacet, c'est-à-dire l'angle autour de l'axe vertical. Concernant le roulis et le tangage, il était possible de les obtenir grâce à un boîtier spécial, qui était sur le côté du rover. Ces systèmes de mesure d'angle utilisent le principe du pendule pour fonctionner. Ils utilisent la gravité lunaire de manière à connaître la verticale exacte. Ces systèmes mesurent l'angle de rotation autour de l'axe qui est perpendiculaire à leur plan, et c'est pourquoi ils sont placés perpendiculairement l'un à l'autre. Normalement, l'indicateur est orienté de sorte que l'astronaute peut lire l'angle de roulis en face de lui. S'il regarde sur le côté gauche, il peut lire l'angle de tangage, mais ce n'est pas très commode pour lui de le lire de cette manière, pour ne pas dire impossible. C'est pourquoi l'astronaute avait la possibilité de tourner manuellement cet indicateur d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de sorte qu'il puisse lire l'angle de tangage à la place. Mais ceci est ridicule, s'il tourne l'indicateur d'un quart de tour, les deux systèmes de mesure vont aussi être tournés d'un quart de tour, ce qui signifie que celui qui est censé mesurer l'angle de roulis va en fait mesurer l'angle de tangage à la place, et vice-versa. Quoique l'indication d'angle que l'astronaute a en face de lui dise à présent « pitch », tangage, c'est à présent un angle de roulis que l'astronaute lira.
Le fait de tourner l'indicateur ne résout rien. Si l'astronaute veut vraiment connaître l'angle de tangage, la seule solution serait pour lui de tenter de le lire sur le côté gauche de l'indicateur, alors qu'il est dans sa position normale, ce qui est pratiquement impossible pour lui. La documentation dit que les angles de roulis-tangage sont envoyés au système de navigation pour mettre à jour la navigation. Mais, si l'astronaute tourne l'indicateur, non seulement cela ne lui permettra pas de lire l'angle de tangage, mais de plus la navigation fera une fausse interprétation des angles, et utilisera l'angle de tangage à la place de l'angle de roulis, et vice-versa, puisque la rotation de l'indicateur est purement manuelle, et le système de navigation n'est pas informé de cette rotation, et ne sait donc pas que les angles sont échangés. En ce qui concerne le lacet, il est élu par l'unité gyroscopique, dont l'emplacement est indiqué sur ce schéma, en rouge. Ce n'est pas un gyroscope, comme ceux utilisés par le module lunaire, mais simplement un dispositif qui peut capter les actions du conducteur sur le système de direction du rover. C'est un étrange emplacement pour ce gyro, nous serions plutôt attendus à ce qu'il soit proche du système de direction. Concernant la distance qui a été parcourue par le rover, elle était obtenue avec un odomètre. L'odomètre est un dispositif qui est fixé sur une roue, et qui permet de mesurer sa rotation, et d'obtenir de cette mesure la vitesse de la voiture, et la distance qu'elle parcourt. Dans le rapport de mission d'Apollo 15, ils disent que la distance enregistrée par l'odomètre était assez proche de celle prédite, ce qui suggère qu'il aurait bien fonctionné. L'indicateur de vitesse est cerclé sur ce schéma de la console d'affichage. Eugène Cernan a dit qu'il a vérifié la vitesse sur cet indicateur, et qu'il a pu lire que la vitesse maximale était précisément de 17 km/h. Mais il est surprenant que Cernan puisse lire la vitesse avec une telle précision, car d'abord l'indicateur de vitesse est petit, et donc pas commode à lire, et de plus, il n'est pas gradué en unités, mais en 5/5. Maintenant, lorsque nous voyons le terrain sur lequel roulait le rover, il serait surprenant que la distance enregistrée par le système de navigation soit aussi précise que l'affirme le rapport de mission d'Apollo 15. Et les astronautes ne semblent pas agréer avec cette déclaration, non plus, car ils disent ceci dans le dialogue, alors qu'ils conduisent au cratère d'Elbov. Scott, nous allons à 8 km/h. Irwin, il m'a semblé que nous allions bien plus vite. John, à cause de la rudesse du terrain. Irwin, je le pense. Et aussi, mais rappelez-vous que nous n'avons jamais essayé le système de navigation du rover, et nous ne savons pas s'il marche bien. Il peut indiquer 1,3, mais cela peut être 1,9 ou 0,7 parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant, et il y a une possibilité de glissement de la roue. Vous savez, si votre roue glisse beaucoup, votre odomètre va tourner beaucoup, et vous allez penser que vous avez avancé beaucoup plus loin que là où vous êtes. Nous n'avons donc pas vraiment confiance dans le système de navigation à ce niveau de jeu. Et il y a encore un autre problème avec l'odomètre du rover. La logique de l'odomètre ne permet pas de distinguer entre les rotations avant et arrière de la roue. Donc une marche arrière du rover ajoute des pulses odométriques. Cela signifie que le rover ne peut pas faire la différence entre avancer et reculer. Il serait pourtant important que la navigation sache faire la différence. Le plus gros problème avec le système de navigation est qu'il pouvait perdre sa référence en cas de perte de puissance. Il pouvait aussi la perdre au cas où un astronaute actionnerait le bouton de relais de la navigation, c'est pourquoi il était insensé de prévoir un tel bouton sur la console d'affichage, en tout cas aussi facilement accessible. Dans la documentation, ils disent que le rover devait rouler 50 mètres après le début de la réinitialisation avant que les données de navigation soient à nouveau valides. Alors, imaginez que le rover ait un problème, tel qu'il ne puisse plus bouger à ce moment précis. Si les astronautes doivent revenir à pied au module lunaire, ils doivent savoir dans quelle direction se trouve le module lunaire, sinon ils pourraient être incapables d'y retourner. Mais le rover doit rouler 50 mètres avant que le système de navigation donne une indication valide, et il ne le peut. Alors, que vont faire les astronautes?
porter le rover sur 50 mètres jusqu'à ce que le système de navigation donne à nouveau des indications valides. Mais les roues du rover ont probablement besoin d'avoir un contact avec le sol, et donc les astronautes vont le pousser sur 50 mètres à la place. Soyons sérieux. Si le système de navigation a perdu une référence valide, il n'y a pas moyen qu'il puisse l'acquérir à nouveau de lui-même. Après avoir roulé 50 mètres, la navigation aura fait des mises à jour depuis une référence invalide, et aura encore une référence invalide. C'est comme dire que l'IMU, plateforme inertielle, du module lunaire serait capable de s'initialiser elle-même après avoir fonctionné un peu. En fait, de manière à initialiser l'IMU, il était nécessaire de faire un alignement d'étoiles. Mais cet alignement d'étoiles n'était pas possible pour le rover. Alors quelle était la solution pour que le rover puisse à nouveau acquérir une référence valide dont il pouvait repartir? Une solution pourrait être que le rover envoie de manière continue les données de navigation à la Terre, de sorte qu'un ordinateur sur Terre pourrait aussi mettre à jour la navigation du rover. Et, au cas où le rover aurait besoin d'acquérir à nouveau une référence pour sa navigation, il pourrait la recevoir depuis la Terre, depuis l'ordinateur qui mettait aussi à jour la navigation du rover. Mais cela supposerait que le rover soit capable de communiquer avec la Terre pendant qu'il roule. Et c'est précisément le problème, car le rover peut seulement communiquer avec la Terre lorsque l'antenne Haugen est bien orientée vers la Terre, et cela n'arrive pas quand le rover se déplace, parce que l'orientation de cette antenne relativement à la Terre ne cesse de changer. C'est pourquoi, il n'y a pas une seule vidéo de la caméra télévision du rover qui est prise pendant que le rover roule, elles sont toutes prises avec le rover à l'arrêt. Et, avant que la caméra télévision du rover commence de filmer, un astronaute orientait d'abord l'antenne Haugen vers la Terre, de sorte que la communication avec la Terre soit possible. Il y a une exception unique, à la fin d'Apollo 17, sur laquelle on voit la caméra télévision qui filme l'astronaute alors qu'il conduit le rover. Mais cette vidéo est accompagnée d'un commentaire ironique qui dit que, de sorte que la vidéo qui est filmée par la caméra du rover soit correctement transmise vers la Terre, où elle était regardée, l'antenne Haugen, celle qui a la forme d'un parapluie inversé, devait être correctement orientée vers la Terre. Vous pouvez voir que, sur la vidéo, l'antenne, dont nous pouvons voir l'ombre, danse, la gigue, et ne reste certainement pas correctement orientée vers la Terre, et, en dépit de cela, la qualité de la vidéo n'en souffre pas, et reste là, même au long de la séquence, ce qui est contradictoire avec ce qu'ont dit les ingénieurs. Cette vidéo est manifestement un gag. C'est pourquoi la solution d'envoyer les données de navigation vers la Terre alors que le rover roule n'était pas possible, et il n'était donc pas possible de recevoir une référence correcte pour le rover depuis la Terre au cas où il la perdrait. Si un astronaute actionne le bouton du reset de la navigation, le rover perd définitivement sa référence, et il n'y a pas moyen qu'il puisse l'acquérir à nouveau. Mais les astronautes peuvent encore utiliser la solution de Charlie Duke, c'est-à-dire suivre les traces du rover pour retourner au module lunaire, à condition que ces traces retournent bien au module lunaire, et ne s'en éloignent pas.